Chunk One. Vous savez, ça n'avait pas l'air, et Paul était tellement naturel et détendu, et il appréciait ça. Et on a réglé ça très vite. Quand MC Jagger est monté sur la scène des Oscars en 2025, quelque chose clochait. À 82-1, il ne devrait pas bouger comme ça. Il ne devrait pas ressembler à ça. Mais il était là, faisant paraître les jeunes stars fatigués. En coulisses, la vérité est encore plus étrange. Il n'a pas manqué un jogging matinal depuis 1978. Son tour de taille de 71 cm est le même qu'en 1969. Il vient d'enregistrer 13 nouvelles chansons et peut encore atteindre des notes qui détruisent les chanteurs de la moitié de son âge. L'homme qui devrait être dans une maison de retraite bat des records à la place. C'est obsédant. Mick Jagger est né le 26 juillet 1943 dans une petite ville tranquille appelée Dartford. Son père était professeur de gymnastique, le genre qui croyait aux routines et à la discipline. Sa mère coiffait et frappait aux portes pour le parti politique local. Sur le papier, cela ressemblait à la vie de classe moyenne parfaite. Mais Mick n'était pas fait pour ce genre de vie, pas même enfant. Les vêtements étaient difficiles à obtenir pendant la guerre. Alors, sa mère lui a fait des chemises faites maison aux couleurs vives. Et CES Couleurs l'ont fait ressortir dans un monde qui était principalement gris. À l'âge de 8 ans, il gagnait déjà de l'argent en chantant lors de mariage. Il recevait 10 shillings à chaque fois. C'est environ $22 aujourd'hui. Ce moment, le son des gens qui applaudissent est resté avec lui. Alors que la plupart des garçons étaient dehors à taper dans un ballon, Mick était devant un miroir à essayer des mouvements de danse audacieux. Il s'entraînait pour quelque chose, même s'il ne savait pas encore quoi. En 1950, alors qu'il n'avait que 7 ans, il a rencontré un autre garçon nommé Keith Richards. Ils ont joué aux billes et sont devenus amis pendant un certain temps. Puis l'école les a séparés. Ils ne savaient pas à l'époque, mais cette brève amitié reviendrait et changerait la musique pour toujours. Même dans son jardin, Mick ne suivait pas les règles. Son père a planté des rangées droites de choux. Chunk 2. Mick en a déterré et a planté de grosses citrouilles américaines oranges, juste parce qu'il les avait vues dans des bandes dessinées. Son père était furieux, mais les enfants du quartier ont adoré. Ce petit acte de rébellion en disait long. Même avant les guitares et les foules hurlantes, MC Jagger ne voulait absolument pas rester dans les rangs. Un matin pluvieux d'octobre 1961, Mick, 17 Hands, se tenait sur le quai 2 de la gare de Dartford, tenant une pile de disques de Chuck Berry et Muddy Waters. C'est alors que Keith est passé à repérer les albums et n'a pas pu s'empêcher de demander où Mick les avait trouvés. Ils ont parlé pendant environ 40 minutes, juste assez de temps pour allumer une étincelle qui déclencherait une explosion. Un historien local a dit un jour que les chances qu'ils se rencontrent CE jour précis et sur CE, étaient d'environ 1 sur 365 000. Mais ils l'ont fait. 6 semaines plus tard, ils se faufilaient dans les clubs de jazz de Soho. Derrière les mouvements sauvages et la musique forte, Mick avait un cerveau que beaucoup n'attendaient pas. À Dartford Grammar, il n'était pas seulement intelligent, il était brillant. Il a remporté des prix, dont un pour un essai détaillé sur la crise de Suez que les professeurs utilisaient comme exemple. Il a obtenu d'excellentes notes en histoire, en anglais et en économie. Cela le plaçait dans les 2% les plus performants du pays. Il a obtenu une bourse pour la London School of Economics où il a étudié des matières comme le gouvernement britannique et l'histoire économique. Son professeur se souvenait de lui se présentant avec des disques de blues au lieu de manuels, posant des questions sur les formules économiques 1 minute, puis partant tôt pour répéter. En 1962, SS Notes ont chuté à des C. Puis les Rolling Stones ont eu une chance de signer un vrai contrat d'enregistrement et l'école a perdu sa place. Il a abandonné S&S Études. Son père ne lui a pas parlé pendant 3 mois, mais Mick avait appris quelque chose d'utile à LSC. Il a appris comment fonctionnait l'argent.
Le groupe ne se contentait pas de jouer dur, ils négociaient dur. Ils ont été parmi les premiers à exiger une part des ventes de billets au lieu d'un paiement forfaitaire. Cette décision leur a rapporté des millions. Bien avant la gloire, Mick était tombé amoureux du blues américain. Alors que la radio britannique diffusait des chansons pop sans risque, Mick restait éveillé la nuit à écouter Radio Luxembourg, s'imprégnant des sons bruts de Howlin' Wolf et Sister Rosetta Tharpe. Il a noté tous les disques qu'il pouvait trouver, utilisant même la moitié de son salaire d'aide-boucher pour acheter des disques importés. Les voisins n'étaient pas contents. Ils se plaignaient du bruit et appelaient ça de la musique de jungle. Un soir, la mère de Mick est entrée et l'a trouvé torse nu, dégoulinant de sueur, dansant sur Shake, Rattle and Roll. Chunk. 3. Elle a dit plus tard à quelqu'un qu'elle pensait qu'il était possédé. Mais Mick ne se contentait pas de copier. Il l'étudiait. Il savait qui avait écrit chaque chanson, quel label l'avait sortie et comment elle s'était classée aux États-Unis. Il n'aimait pas seulement la musique, il la vivait. Et quand les Stones ont commencé à se produire à la télévision, il a transformé cette obsession en quelque chose de choquant, quelque chose d'inoubliable. En Australie, les caméras ont une fois coupé en pleine performance parce que S&S Mouvement était trop pour les capteurs. Mais les jeunes fans savaient que ce qu'ils voyaient était réel. Fin 1962. Mick, Keith et Brian Jones ont emménagé dans une seule pièce exiguë à Chelsea. Ils payaient 5 $ par semaine pour un appartement sans chauffage, avec une cuisinière cassée et un évier toujours bouché par des feuilles de thé et des mégots de cigarettes. L'odeur est devenue si forte que les voisins disaient que ça sentait les chats morts. Pourtant, cette petite pièce est devenue le quartier général du groupe. Ils s'entraînaient avec leurs guitares sur les genoux parce que le plafond était trop bas pour se tenir debout. Les amplis étaient si forts que de la poussière tombait du plafond comme de la pluie. Mick plaisantait en disant que le papier peint pulsait au rythme de la batterie de Charlie Watts. C'est là qu'ils ont choisi leur première chanson, décidé de se produire au Marquee Club et même débattu de l'opportunité d'ajouter le G manquant à Roland. Le passage de Jagger à LSE n'a pas duré longtemps. En 1963, il manquait des cours et recevait des lettres d'avertissement. SE's professeur le trouvait ponctuel, mais ennuyé. Il choisissait la musique plutôt que les cours, les répétitions plutôt que les lectures. Abandonner S&S études signifiait renoncer à un avenir stable. Un diplômé britannique gagnait environ 900 $ par an, puis les Stones ont gagné moins de la moitié de cette somme, divisé par 6. Mais Mick a fait le saut. En 2 ans, une tournée américaine a rapporté plus de 40 000 $. Il avait fait le bon pari. Le nom qui les a définis est sorti de nulle part. Quand on a demandé à Brian Jones au téléphone comment s'appelait leur groupe, il a rapidement jeté un coup d'œil à un disque à proximité et a dit « The Rolling Stones ». C'était un titre de chanson de Muddy Waters, manquant le G, tout comme l'orthographe originale. Cela sonnait brut, comme la musique qu'ils aimaient. Chunk. 4. Ces noms est resté. La presse britannique a commencé à les appeler les anti-Beatles. Les adolescents les adoraient. Les parents, non. Mais c'était différent. C'était audacieux. Même Bob Dylan et un magazine utiliseraient plus tard cette même expression. Mais les Stones l'ont fait en premier. Leur premier concert était sauvage et courageux. Leur premier spectacle au Marquee Club a rapporté seulement 20 $. Puis sont venus le Ealing Jazz Club et le Crawdaddy Club, où des bagarres ont éclaté et la sueur coulait du plafond. Ils étaient payés en boissons et en nourriture bon marché. La police était souvent appelée pour le bruit. Mais 16 nuits les ont façonnés. Au moment où leur manager a commencé à les appeler le groupe le plus dangereux du monde, ils étaient déjà devenus quelque chose de brut et d'électrique, une force qui ne pouvait pas être domptée. Leur premier single était « Come On » de Chuck Berry. Il a à peine fait une brèche dans les charts, mais ils ont continué à avancer. Ils ont repris une chanson oubliée des Beatles, puis sont montés à la 13e place.
Leur vrai moment est venu avec It's All Over Now, qui s'est vendu à 300,000 exemplaires en un mois et a atteint la première place. Puis est venu Little Red Rooster, une chanson de blues pur qui a stupéfié tout le monde en atteignant le sommet des charts britanniques. Tout a été enregistré en direct avec très peu de montage, comme ils jouaient dans les clubs. C'était la preuve que la musique qu'ils aimaient pouvait conquérir le monde. C'était au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin, quand Keith Richards s'est soudainement réveillé dans un motel de Floride. Il a à peine ouvert les yeux, a saisi son petit enregistreur et a murmuré un court riff de guitare dedans. Puis, il s'est rendormi. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Mais cet enregistrement à moitié endormi est devenu le début d'une chanson qui allait ébranler le monde de la musique. Elle s'appelait I Can't Get No Satisfaction. Quand la chanson est sortie aux États-Unis le 6 juin 1965, elle n'a pas seulement grimpé dans les charts, elle a explosé. Elle est passée du numéro 67 et eu numéro 1 en un peu plus d'un mois et y est restée pendant 4 semaines consécutives. Chunk, 5. Mais tout le monde ne l'a pas aimé au début. Certaines stations de radio étaient nerveuses à propos des paroles. Elles pensaient que ça sonnait trop sexuel. En Grande-Bretagne, la BBC a refusé de la diffuser, mais une station de radio pirate a ignoré les règles et l'a diffusée sans arrêt. En 3 mois, la chanson s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis et a donné aux Stones leur premier disque d'or. Un magazine a même dit que le son était si brut qu'il effrayait les parents. La guitare, distordue et le ton frustré étaient nouveaux, forts et audacieux. Et ils n'allaient pas disparaître. Même maintenant, cette même piste de 3 minutes est classée comme la 2e plus grande chanson de tous les temps, conservée à la Bibliothèque du Congrès et diffusée en streaming plus de 530 millions de fois en août 2025. Tout cela à cause d'un petit riff somnolent enregistré dans l'obscurité. Avant cela, les Stones étaient surtout connus pour faire des reprises de vieilles chansons de R&B. Mais tout a commencé à changer avec une seule piste, The Last Time. Elle a été enregistrée en janvier 1965 et sortie quelques semaines plus tard. Brian Jones a joué un riff aigu et accrocheur, tandis que Charlie Watts a maintenu un rythme de marche régulier à la batterie. Au Royaume-Uni, la chanson a atteint le numéro 1 en moins d'1 mois. Aux États-Unis, elle a grimpé au numéro 9. C'était une grosse affaire pour un groupe britannique, écrivant sa propre musique à une époque où le Motown américain et le folk rock dominaient les ondes. Contrairement aux Beatles, qui souriaient et se portaient des costumes assortis, les Rolling Stones ont choisi une voie différente. Ils voulaient avoir l'air rude, dangereux et intouchable. Leur manager, Andrew Oldham, a dit aux journalistes de verrouiller vos filles et s'est assuré que le groupe avait l'air aussi désordonné que possible sur les photos. Cette image est devenue réalité lorsque Jagger et Richards ont été condamnés à une amende pour avoir uriné sur un mur de station-service après s'être vus refuser l'accès aux toilettes. Cela a fait la une des journaux. En Amérique, les affiches de concerts criaient comme des panneaux d'avertissement. Ils arrivent, comme si le groupe était des envahisseurs. Sur scène, Jagger bougeait comme un serpent et se léchait les lèvres. C'est eux qui a fait dire aux journalistes qu'il était trop inapproprié pour la télévision. Mais les adolescents ont adoré. Puis est venue une chanson qui ne ressemblait à rien de ces eux qu'ils avaient fait auparavant. Le 13 mai 1966, Painted Black est sortie. Elle s'ouvrait sur un étrange son bourdonnant produit par un sitar, un instrument indien. Chunk, 6. Brian Jones en avait pris un après avoir entendu les Beatles l'utiliser une fois, mais ce n'était pas paisible ou doux. C'était rapide, sombre et sauvage. La chanson a atteint le numéro 1 au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'était la première fois qu'un sitar menait une chanson rock en tête des charts. Les paroles semblaient lourdes, presque désespérées, mais la course folle a eu des conséquences.
En 1967, la police a fait une descente dans la maison de campagne de Keith Richards après avoir entendu dire que MC Jagger était défoncé au LSD. Quand ils ont fait irruption, ils ont trouvé Marianne Faithfull enveloppée uniquement dans un tapis de fourrure et des pilules dans une veste de velours. Ce n'étaient même pas des médicaments sur ordonnance illégaux, mais Jagger a quand même été arrêté. Le procès a fait la une de tous les journaux. Ils l'ont appelé une force corruptrice, un symbole de tous ces eux qui n'allaient pas chez les jeunes. Il a été condamné à 3 mois. Richards a écopé d'1 année entière. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Les gens ont commencé à réagir. La presse, le public, même d'autres musiciens. Les peines ont été annulées. Mais Jagger n'a jamais oublié l'odeur de l'Osasanesomna, de Javel de la prison. Il a dit que ça l'hantait chaque fois qu'il entendait une porte de cellule se fermer. Au fur et à mesure que la renommée grandissait, Brian Jones, le fondateur du groupe, s'est évanoui. Il avait nommé le groupe « Jouer des instruments étranges » et ajouté de la magie à leur son. Mais en 1968, il était perdu. Drogue, arrestation, crise de panique. Le groupe l'a discrètement laissé partir. Il a dit au revoir en douceur, disant qu'il ne voyait plus les choses du même œil que les autres. Moins d'1 mois plus tard, ils l'ont retrouvé mort dans sa propre piscine. Le rapport officiel a fait état d'un décès par mésaventure, mais des rumeurs de meurtre et de complot se sont rapidement répandues. À son concert commémoratif, Jagger a lu un poème pendant que des papillons étaient libérés dans le ciel. Plus tard, dans les coulisses, il s'est effondré et a murmuré que le fantôme de Jones les hanterait à jamais. Puis est venu Altamont. Chunk 7. C'était censé être leur réponse à Woodstock. Un concert gratuit, une foule immense, un rêve. Mais tout a mal tourné. La scène était minuscule. La sécurité était un gang de Hells Angels payés en bière. Et le public était déjà à cran. Des bagarres ont éclaté. Quelqu'un est mort. Un garçon de 18 ans, défoncé et tenant une arme à feu, a été poignardé à mort à quelques mètres de la scène. Alors que le groupe continuait à jouer, le rêve de paix et d'amour s'est effondré dans le sang et le chaos. Des années plus tard, en regardant les images, Jagger a murmuré qu'il ne savait pas s'il pourrait jamais continuer. Les Hells Angels n'en avaient pas fini. Ils se sentaient trahis après Altamont et voulaient se venger. L'un d'eux a attendu devant un hôtel pendant 8 heures avec un pistolet silencieux, mais n'a jamais eu l'occasion de tirer. Une autre fois, 5 motards dans un bateau pneumatique ont essayé de faire passer des explosifs en douce dans la maison de plage de Jagger. Une tempête a fait chavirer leur radeau et ils ont échoué. Jagger ne l'a même jamais su, mais ses factures de sécurité ont grimpé à des dizaines de milliers de dollars. Il voyageait avec des gardes du corps et de faux noms. Il n'était plus seulement un chanteur, c'était un homme marqué et la presse n'arrêtait pas de tourner autour. Le jour de l'an 1967, un journal britannique a publié une histoire délirante sur Jagger qui se droguait dans un club. Mais ils avaient suivi le mauvais gars. C'était Brian Jones. Pourtant, ils ont utilisé le nom de Jagger. Furieux, il les a poursuivis en justice, en direct à la télévision. Le journal a essayé de riposter en informant la police de la fête de Redlands. Tout le bazar s'est terminé par un règlement discret, mais cela a donné une leçon à Jagger. À partir de ce moment, il a commencé à alimenter la presse avec des histoires, juste assez pour contrôler le jeu. Chunk 8. Il a transformé leur poison en pouvoir. Au début des années 70, Jagger a atteint son apogée créative. L'album Sticky Fingers est sorti en 1971 avec une couverture conçue par Andy Warhol. Une véritable fermeture éclair perforait la pochette du disque. C'était cool, mais la fermeture éclair rayait le vinyle, forçant le label à interrompre les expéditions et à réparer chaque copie. Pourtant, il s'est vendu à 3 millions d'exemplaires en 1 an. Même maintenant, CES, pressages originaux, se vendent des centaines de dollars.
Mais il n'y avait pas que l'œuvre d'art. La musique avait mûri. Elle semblait dangereuse, mais raffinée. Puis est devenue Exil en main sainte. Le groupe a fui la Grande-Bretagne pour échapper à des impôts brutaux et s'est retrouvé dans une villa française avec des magnétophones cassés, de l'air salin et des drogues à n'en plus finir. Les sessions duraient toute la nuit. Bill Wyman s'est à peine montré. Keith Richards était à peine conscient. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont créé un double album maintenant classé parmi les plus grands de tous les temps. Il ne sonnait pas propre. Il sonnait vrai, désordonné, mystérieux et inoubliable. Une grande partie de ces « venaient de Mick Taylor. Il n'avait que 20 ans quand il a rejoint le groupe, mais il a tout changé. Ses solos avaient d'un et de l'âme. Il jouait avec une telle passion que ça a poussé tous les autres à se surpasser. Sur une chanson, il a enregistré toute l'outro en une seule prise. Quand il a fini, personne n'a dit un mot. Puis Keith Richards a simplement dit « Eh bien, c'est le disque ». Puis l'influence de Taylor les a portés à travers 4 albums légendaires. Quand il a démissionné en 1974, Jagger a admis que le groupe devait rattraper là où Taylor était déjà allé. Et puis, en 1975, les Stones ont vu grand. Leur tournée américaine n'était pas seulement bruyante, elle était massive. Chunk, Nine. Ils ont apporté 22 tonnes de matériel, une scène de la taille que d'un terrain de football et des accessoires gonflables qui ressemblaient à quelque chose sorti d'un rêve fiévreux. Jagger a sprinté sur une passerelle, a changé de costume une demi-douzaine de fois et a donné l'impression que tout le spectacle était un film. Ils ont inventé la tournée de stade moderne. Et chaque concert géant qui a suivi, de YouTube à Beyoncé, a emprunté quelque chose à CE que les Stones ont créé. Pour la plupart des gens, être célèbre signifie des caméras, des foules et le chaos. Mais pour Mick Jagger, CE n'était que la surface. Il y a CE chiffres qui ne cessent de circuler, 4000 amants. C'est CE qu'un biographe a affirmé après avoir parlé à des dizaines de personnes proches de Jagger. Certains ont dit que même CE chiffre était trop bas. Le groupe devait réserver des chambres d'hôtel supplémentaires juste pour les invités mixtes. Lors d'une tournée, la sécurité a compté 73 femmes visitant sa chambre en 54 nuits. Lorsque sa partenaire de longue date, Jerry Hall, l'a supplié de suivre une thérapie, il a accepté. Mais en 3 séances, il couchait déjà avec la thérapeute. Paul l'a finalement qualifié de toxicomane sexuel avec des opportunités illimitées. Avant Jerry, il y avait Marsha Hunt. Mick l'a rencontrée à Londres en 1969. Elle était magnifique, intelligente et toujours mariée à quelqu'un d'autre. Il a écrit Brown Sugar à son sujet. Mais quand elle est tombée enceinte, tout a changé. Il lui a offert de l'argent pour un avortement. Elle a refusé. Il a à peine reconnu le bébé et n'a même pas signé le certificat de naissance. Elle a dû l'emmener au tribunal. Il a fallu des années, mais finalement, le juge a statué que Mick était le père. Des années plus tard, cette même fille a pris soin de lui après une opération. Étrange comme la vie fait des cercles comme ça. Puis est venue Bianca. Ils se sont rencontrés à Paris et en quelques mois, elle était enceinte. Le mariage, une course folle. Seulement 27 heures de préavis. Chunk 10. La mariée ne portait rien sous sa veste blanche. Des caméras partout. Du champagne partout. Les gens ont dit que c'était le moment où le rock a rencontré la royauté. Mais Bianca n'est pas restée silencieuse. Après des années de tromperie et de chagrin, elle l'a quitté, qualifiant cela de cruauté et d'adultère. C'est là que Jerry Hall est revenu. Mais ce n'était pas simple. Elle était avec Brian Ferry quand elle a rencontré Mick. Un dîner à New York et des étincelles ont volé. Les tabloïds ont eu une journée de folie. Un soir, Ferry a même fait irruption dans un concert et a dû être traîné dehors par la sécurité. Jerry est resté avec Mick pendant plus de 20 ans. Ils ont eu 4 enfants. Et pourtant, tout s'est effondré à cause d'une femme nommée Luciana. Luciana était une animatrice de télévision au Brésil. Elle a rencontré Mick en coulisses et est tombée enceinte.
Quand Jerry l'a découvert, elle est allée directement au tribunal. Le problème, cette cérémonie de mariage chic à Bali qu'ils avaient eue des années plus tôt n'était pas légale. Pas de paperasse, pas de licence, rien. Tout n'était que symbolique. Cette tournure a sauvé Mick d'un versement de divorce massif. Pourtant, Jerry est reparti avec environ 12 millions de dollars. Et les enfants. Le bébé du Brésil, son nom était Lucas, né à New York, élevé entre deux mondes. Mick devait payer 35,000 dollars par mois de pension alimentaire et a mis en place une fiducie de 10 millions de dollars. Le garçon a grandi, s'est fait un nom et a aujourd'hui des centaines de milliers de followers en ligne. Un enfant du rock et d'Instagram des temps modernes. Malgré tout cela, l'amour l'a retrouvé. 2 ans plus tard, Mick est redevenu père, cette fois avec la danseuse de ballet Melanie Hamrick. Elle avait 29 ans. Chunk 11. Il en avait 73. Ils s'étaient rencontrés en coulisses après un spectacle à Tokyo. Leur fils Dero est né en 2016. Son deuxième prénom signifie 8E, marquant sa place dans la longue liste d'enfants de Mick. Leur relation a surpris beaucoup de monde, mais Mélanie a apporté une sorte de paix. Ils vivent entre la Toscane et Mustique, et elle chorégraphie des danses pendant qu'il donne son avis pendant le petit déjeuner. Lors des concerts, leur fils danse devant la scène pendant que Mick chante. C'est un étrange cercle complet pour un homme autrefois entouré de scandales. Mais en coulisses, une autre tempête avait presque tout ruiné, la querelle avec Keith Richards. De 1984 à 1986, ils se sont à peine parlé. Mick voulait se lancer en solo. Keith pensait qu'il abandonnait le groupe. Des mots durs ont été prononcés. Des chansons ont été écrites comme des insultes. Ils s'évitaient même en studio. À un moment donné, il semblait que les Stones allaient peut-être se séparer. Keith a menacé de partir en tournée sans Mick, mais une réunion de dernière minute les a réunis. Le résultat, un retour en force. Still Wheels est sorti en 1989. C'était un succès. Leur tournée a marqué l'histoire. Elle a rapporté des millions. Elle a fait taire tous les critiques qui disaient qu'ils étaient sfeltisés et c'est fini. Mais l'homme qui n'est pas revenu était le bassiste Bill Wyman. En 1992, après 3 décennies, il a discrètement démissionné. Pas de conférence de presse, juste un dîner avec le groupe. Il a renoncé à des millions. Chunk 12. Il a dit plus tard que l'argent n'avait pas d'importance. Il était juste fatigué de jouer les mêmes chansons encore et encore. Pourtant, les Stones ont continué. En 1994, ils ont sorti Voodoo Lounge. Il a dominé les charts. Il leur a valu leur premier Grammy. Puis est venue une tournée massive, plus grande que tous ces eux qu'ils avaient fait. Elle a rapporté des centaines de millions. Le groupe que tout le monde pensait trop vieux a prouvé qu'il pouvait encore régner sur la scène. Et ils ne se sont pas arrêtés. En 2005, Rolling Stones ont lancé une autre tournée géante, A Bigger Bang. Elle a battu tous les records. Ils ont joué devant près de 5 millions de fans. Ils ont gagné plus d'1 demi-milliard de dollars. Ils ont même joué au Super Bowl. Rien, ni l'âge, ni les querelles, ni la tragédie ne pouvaient les ralentir. Mick Jagger a 82 ans. Mais si vous pensez qu'il bouge comme un vieil homme, détrompez-vous. La plupart des gens de son âge ralentissent. Lui, il accélère. Haisseux entraînements pourraient effrayer les athlètes olympiques. Chaque semaine, 5 ou 6 jours, il s'entraîne pendant 3 heures d'affilée. Il commence sa journée par une course de 13 km avant même que la plupart des gens ne se réveillent. Ensuite, sans beaucoup de repos, il plonge dans le yoga, la barre de ballet, des exercices de kickboxing, des bandes de résistance ou des intervalles de sprint. Cela change tous les jours pour que son corps reste frais. Un soir en 2024, quelqu'un a compté S&S, pas pendant un spectacle. Juste une passerelle de stade, plus de 12 000. C'est plus d'1 heure complète de jogging.
Et il chantait, dansait et travaillait toujours la foule. Dans une vidéo de mai 2025, il répète des mouvements de danse à 120 battements par minute. 20 minutes d'affilée. Chunk. 13. Pas d'eau, pas de pause. Quand il ne joue pas, il bouge toujours. Son camarade de groupe plaisante, il utilise le rouleau en mousse plus qu'il ne s'assoit. Ce n'est pas une blague, c'est juste Mick. Il a le même tour de taille de 71 cm depuis 1969. Et quand les médecins ont vérifié SES os l'année dernière, ils ont dit qu'il ressemblait plus à un homme en bonne santé de Fortian qu'à un homme de plus de 80 ans. Maintenant, voici le truc. Il ne s'entraîne pas seulement comme une machine. Il mange comme une machine aussi. Pas de restauration rapide, pas de malbouffe. SE's repas suivent un plan strict qu'ils appellent Mediterranean. Le petit déjeuner est un smoothie, des épinards, du ginseng, une touche d'huile de foie de morue mélangée énergiquement à 7H30. Le déjeuner est composé de glucides lents comme des patates douces ou du quinoa associé à une petite portion de poisson ou de poulet. De la viande rouge 2 fois par mois au maximum, peut-être un petit steak après une grosse répétition. Après 18 heures, pas de sucre aucun, pas même une collation. Il dit que le sucre tardif perturbe son sommeil. Même son eau a des règles. Elle doit répondre aux normes de l'alimentation pour bébés en matière de minéraux et de pesticides. Et chaque jour, il y a un demi-avocat servi entier. Pas de tranchage. L'oxydation est l'ennemi. Il évite l'alcool la plupart des semaines, mais parfois il se permet de déguster une Guinness. Cet équilibre, selon SES Médecins, est la raison pour laquelle son cholestérol et sa santé cardiaque sont meilleurs que ceux de la plupart des jeunes de 30 ans. On pourrait penser qu'avec tous ces efforts, il a peut-être eu de l'aide de la chirurgie. Pas question. Il a renoncé à la chirurgie plastique après qu'une petite intervention en 2006 ait mal tourné. Elle a engourdi une partie de son visage et c'était tout. Plus jamais. Sa fille l'a dit le mieux. Chunk. 14. Ces rides sont une carte de sa vie. Au lieu de cela, il utilise un FPS 50, des crèmes pour la peau coûteuse et des saunas infrarouges pour garder les choses fraîches. Il y a aussi un côté pratique. S'il subit une intervention chirurgicale et ne peut pas jouer dans les 48 heures, l'assurance de la tournée le pénalise. Cela ne vaut tout simplement pas le risque. Les fans semblent aimer l'authenticité. En fait, dans un sondage de 2024, il a été élu la rockstar vieillissante la plus fiable. Même les rides profondes sur son visage aident à l'éclairage de la scène. Les réalisateurs disent qu'elle capte la lumière comme un maquillage intégré. Il était même revenu d'une opération à cœur ouvert, comme si de rien n'était. En 2019, les médecins ont remplacé une valve dans son cœur. La plupart des gens de son âge auraient sans besoin de mois pour se remettre. Mick, lui, dansait à pleine vitesse seulement 40 toujours plus tard. En juin, il sprintait à nouveau sur les pistes des Sottades. Depuis lors, il porte un tracker de fitness qui envoie des données en temps réel à son équipe médicale. En 2024, sa fréquence cardiaque sur scène a atteint des pics de 145, toujours bien en dessous de sa limite. Après les spectacles, il boit du jus de betterave pour stimuler la circulation sanguine. Il fait également de la respiration profonde pour garder son cœur fort. Le dernier test a montré que son cœur pompe comme celui de quelqu'un de plusieurs décennies plus jeune. Son 82 et anniversaire ne ressemblait en rien à une célébration tranquille. Il est entré dans la pièce avec des oreilles de soie de lapin rose et une chemise des Stones. Puis a commencé à ramper sur le sol et en jouant avec des Hot Wheels avec son plus jeune fils. Il a couru de haut en bas en distribuant des gâteaux, en chantant à plein poumon. L'Internet s'est enflammé quand sa fiancée a posté des photos. Les commentaires ont explosé. On pouvait voir SES abdos. SE's bras avait encore de la forme. Son sourire était exactement le même que dans les années 60. Keith Richards a vu la photo et a laissé un commentaire. Saison des lapins pour toujours. Chunk. 15.
Ces moments n'étaient pas seulement mignons. Il a montré qu'il n'est pas seulement vivant, il prospère. Certains disent que c'est la génétique. Lui, il dit que c'est le ballet dans un jogging matinal qu'il n'a pas manqué depuis 1978. Même Hollywood n'a pas pu lui résister. Aux Oscars en mars 2025, Sting était censé présenter un prix. Puis Dylan s'est désisté. Alors, qui se présente? MC Jagger. Il monte sur scène comme s'il était chez lui. Costume noir Tom Ford, pochette rouge, talons cubains qui le font paraître encore plus grand. Le téléprompteur est tombé, ça est tombé, et Ted ça est en panne. Peu importe. Il a improvisé une air, une histoire amusante sur l'écriture de chansons qui ressemblaient à voler des baisers. Puis, juste au moment clé, il a déhanché et a fait sursauter Spielberg. Les médias sociaux se sont emballés. Questlove a tweeté « Mick a 81 ans et en paraît 31 ». Une blague sur le fait d'être plus jeune que Bob Dylan a fait hurler les fans. Les flux de chansons des Stones ont bondi de 67% sur Spotify cette heure-là. Un moment non scénarisé et il a volé tout le spectacle. Juste au moment où les gens pensaient que les Stones prenaient leur retraite, des photos ont fuité montrant Mick entrant dans un studio avec des paroles fraîches à la main. 13, nouveau titre. Paul McCartney joue de la basse sur l'un d'eux. Les sessions se prolongent tard dans la nuit. Mick enregistre Standing Up. Pas de café, juste de la tisane à la menthe poivrée. Ils ont annulé une tournée européenne géante pour terminer l'album. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de se surpasser. Il pousse à le sortir avant d'avoir 83 ans, juste pour pouvoir battre les Beatles d'un album de plus. S'il sort, CE sera son 25 et LP Studio. 55 ans en tant que producteur accrédité, et il n'a toujours pas fini.